Audible Studio présente Phobos 4 de Victor Dixen, lu par Maud Rudigoz. Un certain nombre de documents n'ont pu être retranscrits en audio. Retrouvez-les au fur et à mesure de votre écoute dans un PDF disponible dans votre bibliothèque pour votre plus grand confort. Pour eux, pour Kim, pour Francine, qui a rejoint les étoiles. Seuls les tendres sont vraiment forts. James Dean, 1931-1955. Abolition du programme Genesis. Déclaration commune du personnel et des pionniers. Le 28 août, depuis la base de Cap Canaveral, Floride, et le vaisseau Cupido en route vers la Terre. Chères spectatrices, chers spectateurs, depuis une semaine maintenant, suite à l'évacuation des Martiens et à la destruction de la base de New Eden, la chaîne Genesis a cessé d'émettre. Le moment est venu de vous annoncer que nous ne reprendrons jamais l'antenne. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Serena McBee, l'ancienne productrice exécutive du programme, est toujours en fuite. Accusée de multiples homicides et d'organisation d'actes terroristes, elle vient d'être destituée de ses fonctions présidentielles par le Congrès américain. Nous, personnel de Genesis, déclarons l'abolition du programme. Nous nous plaçons sous la tutelle de l'ONU le temps de superviser le voyage retour du Cupido jusqu'en orbite terrestre, avec les filles des 2 saisons réunies dans l'un des compartiments de vie et les garçons dans le second. Dès que les passagers seront revenus sains et saufs sur Terre, le programme sera définitivement dissous et ses employés retourneront à la société civile. Nous, pionniers des 2 saisons, déclarons notre indépendance. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre soutien au cours de ces 26 mois d'émission. À présent, nous avons besoin de nous reconstruire loin des caméras. La chaîne Genesis et ses mensonges s'arrêtent, mais nos vies, elles, vont recommencer. Merci à tous pour votre compréhension. Samantha, au nom du personnel de Genesis. Léonore, au nom des pionniers. 5 mois plus tard. Mars, Valles Marineris, 218 millions de kilomètres de la Terre. Lundi 20 janvier. Un paysage aride et désertique s'étend aussi loin que porte le regard. Tout est parfaitement immobile, depuis les immenses falaises hautes comme des montagnes jusqu'aux plus petits grains de sable reposant au fond du gigantesque canyon. Difficile d'imaginer qu'il y a quelques mois, ce panorama figé était en proie à l'une des plus violentes tempêtes à s'être jamais levée dans le système solaire. Quelques débris affleurent çà et là entre les dunes, alvéoles de verre fracassés et poutrelles d'aluminium tordues. Ce sont les vestiges de la base de New Eden, l'arche de vie lancée à l'assaut de ce monde mort. Ici, pendant quelques mois, une poignée d'êtres humains ont vécu, souffert, aimé. Ils sont repartis à présent, emportant avec eux leurs cauchemars et leurs rêves. Le tourbillon des passions s'est dissipé. La saison des tempêtes s'est achevée. En retombant, le vent a déposé sur la planète entière un linceul de poussière rouge, un suaire de silence. De silence? N'y a-t-il pas un léger crissement au fond de cette éternité? Un son évoquant des gravillons qui glissent, des pattes qui fouissent. Là, tout près, derrière cette dune. Le sable se creuse, s'effondre sur lui-même, aspiré par quelque chose en dessous, quelque chose d'enseveli, et qui veut sortir. Un appendice muni d'une pince à serrer crève soudain la chape de sable. Le lointain soleil s'y reflète, éveillant un éclat métallique, pâle et froid comme une lame. Quelques instants après, un deuxième bras perce le sol. De part et d'autre, les larges pinces se déploient sur le terrain meuble pour y prendre appui, et elles poussent, elles s'enfoncent, elles font levier de toute leur force inhumaine. Dans un déchirant grincement de vérin grippé, le corps auquel elles sont rattachées émerge peu à peu. D'abord un crâne aussi lisse et chauve que celui d'un squelette, puis un œil aussi noir et rond que celui d'un cyclope. Enfin, au lieu de jambes, 4 roues encrassées qui se mettent aussitôt à tourner, émettant un vrombissement strident, envoyant des giclées de poussière rouge dans les airs. Après avoir patiné un long moment, l'étrange créature parvient enfin à s'extraire de sa fosse mortuaire. Elle se met en route, seul objet mouvant dans ce monde
Vaisseau Cupido. 2 millions de kilomètres de la Terre. Mardi 21 janvier. De longues langues rousses s'élèvent majestueusement dans le vide de l'espace. Elles se déploient avec lenteur telles des volutes. Elles dansent en ondulant comme des flammes. Mais ce n'est qu'une illusion. Ce feu-là ne brûle pas. Il n'émane pas d'un âtre, mais d'un visage. Celui d'une jeune femme aux joues mangées de son. Léonore, la pionnière française du programme Genesis. Le corps en suspension, elle est vêtue d'un jean et d'un t-shirt trop grand dont le tissu blanc flotte dans la pesanteur. Une tenue semblable à celle qu'elle arborait en s'embarquant pour le vol aller du Cupido 2 ans et demi auparavant. Mais ce n'est plus la rage de conquérir la gloire à tout prix qui fait briller ses yeux. Ce sont simplement les étoiles, qui scintillent par millions derrière la bulle de verre du parloir et sur la tablette à croquis qu'elle tient entre ses mains. Du bout de son stylet, elle reproduit les constellations et dessine au-dessus des dragons, des pégases, des chimères. Les figures mythologiques que les hommes ont cru y voir depuis la nuit des temps. Soudain, un grincement métallique retentit. Léonore détache les yeux de son œuvre. Elle tourne la tête, en voyant une onde à travers sa chevelure flottante pour regarder en direction de la trappe qui conduit aux étages inférieurs du compartiment de vie. Une grande fille aux cheveux rassemblés dans un chignon de danseuse se tient là en haut de l'échelle. C'est Elisabeth, la pionnière britannique, elle aussi rescapée de la première saison du programme Genesis. « Léo ?» appelle-t-elle doucement. « J'étais sûre de te trouver ici, dans la bulle. C'est un miracle que tu n'aies pas attrapé le mal de l'espace avec tout le temps que tu y passes depuis le début du voyage. Tu n'en as pas assez ?» Léonore embrasse le panorama cosmique du regard. « Comment peut-on en avoir assez de ça ?» demande-t-elle en guise de réponse. « Comment peut-on en avoir assez de l'infini ?»« Il va pourtant falloir que tu redescendes sur Terre, comme nous toutes, » dit l'Anglaise en souriant affectueusement. « Plus qu'une petite semaine avant d'arriver en orbite terrestre. On va enfin pouvoir respirer autre chose que de l'air recyclé tournant en boucle. D'ailleurs, les équipes au sol sont sur le point de s'adresser à nous. On m'a envoyé te chercher. Tu viens ?» Léonore éteint sa tablette, range son stylet et d'un mouvement de hanche semblable à celui d'une sirène nageant dans la mer, se projette en direction de la trappe. Elle agrippe les barreaux de l'échelle et la descend à la suite d'Elisabeth jusqu'à la salle de gym circulaire, dont l'aménagement n'a guère changé depuis le voyage aller. On reconnaît les machines, les vélos, le tapis de course. Seule différence, le dôme des caméras, surplombant chaque appareil, a été recouvert d'épais rubans adhésifs opaques, empêchant toute tentative de filmer. « Je suis sûre qu'au fond de toi tu as hâte de rentrer, » dit Elisabeth, elle aussi en jean et t-shirt. « Ne serait-ce que pour retrouver Mozart, pas vrai ? Moi, je peux te dire que je brûle d'impatience de serrer Tao dans mes bras après 5 mois de séparation. » Léonore ne répond pas. Elle traverse la salle de gym sur les pas de la belle Anglaise qui poursuit à voix haute. C'est étrange quand on y pense d'avoir effectué le voyage retour dans 2 compartiments séparés, les filles d'un côté et les garçons de l'autre, dans les mêmes conditions qu'à l'aller. Comme si on n'avait pas vécu ensemble sur Mars pendant 2 années, comme si rien ne s'était passé. Elle s'arrête devant la trappe conduisant à l'étage du dessous, semble réfléchir un instant, puis ajoute « Tout compte fait, cette séparation a quelque chose de romantique. Ça me rappelle les fiançailles au début du programme Genesis. » L'œil de Léonore étincelle. « Ce ne sont pas des fiançailles, c'est une quarantaine !» s'exclame-t-elle en saisissant le bras d'Elisabeth. « Ça n'a rien de romantique, c'est une précaution sanitaire pour éviter qu'une nouvelle fille tombe enceinte. On l'a écrit noir sur blanc dans notre déclaration d'abolition du programme. La chaîne Genesis est enterrée, dead, finie pour toujours. » À peine ces paroles sorties de sa bouche, Léonore semble s'apercevoir qu'elle a parlé un peu trop haut, qu'elle serre le bras d'Elisabeth un peu trop fort. Elle relâche son étreinte et ajoute aussitôt d'une voix plus douce. « Excuse-moi, Lise. Ce que je veux dire, c'est que nous n'avons plus besoin de caméras, de micros, de mise en scène permanente pour vivre nos vies. Si les gens de Cap Canaveral veulent absolument organiser une cérémonie d'accueil à notre arrivée, ok, je m'y plierai. Mais ce sera la dernière fois que j'apparaîtrai sur un écran. » Elisabeth hoche la tête un peu penaude. « C'est à moi de m'excuser, Léo, » murmure-t-elle. « Et c'est toi qui as raison. Il n'y a aucune nostalgie à avoir. » Soulevant la trappe,
Les deux filles descendent au 3e étage, dans la salle de bain. Les cheveux de Léonore retombant un peu plus lourdement sur ses épaules à mesure qu'augmente la gravité artificielle générée par la rotation du vaisseau. Ici, pas de dôme de caméra apparent. C'est le miroir circulaire entourant la pièce qui a été entièrement barbouillé de rouge à lèvres, de fond de teint et de fard à paupières. Les couches de maquillage en séchant ont créé une sorte de croûte, évoquant une toile abstraite et bariolée. Mais c'est surtout une barrière contre les caméras cachées derrière la glace sans teint, dont la présence illégale a été révélée suite à la chute de Serena McBee. Franchissant une 3e trappe, Elisabeth et Léonore arrivent enfin dans le séjour. Là aussi, les caméras embarquées ont été systématiquement condamnées et nul terrien ne peut voir l'incroyable capharnaüm qui règne dans la pièce. Couvertures éparses, coussins sans dessus-dessous, chaussettes et soutiens-gorge abandonnés sur le canapé, il règne ici une pagaille digne d'un dortoir. 8 visages se tournent vers les nouvelles venues. Ils appartiennent aux candidates des 2 saisons du programme Genesis réunies, vivant dans le même compartiment depuis le début du voyage-retour, partageant les mêmes appartements et les mêmes habits. En quittant la base de New Eden en catastrophe 5 mois plus tôt, les survivantes de la saison 1 n'ont pu emporter aucun effet personnel. « On t'attendait, Léo !» s'exclame Safia, la petite indienne, nageant dans un top trop grand de plusieurs tailles pour son corps menu. « La transmission est sur le point de commencer !» renchérit Fang Fang, la singapourienne, en rajustant ses lunettes carrées. « Mais Kelly et Chris dorment toujours dans la chambre au 1er étage. Est-ce qu'on doit les réveiller ?» Léonore secoue la tête. « Non, pas la peine. Kelly a besoin de se reposer avec sa maladie et Chris aussi du fait de sa grossesse. On leur racontera. »« Bien, docteur. » Les candidates de la saison 2 s'écartent pour laisser une place à Léonore devant l'écran panoramique qui fait face à la cheminée holographique. On sent chez elle un grand respect pour celle qui a défié le destin, révélé l'horrible secret à l'origine du programme Genesis et mis en déroute sa toute-puissante productrice. Une géante à la carrure de gymnaste et au crâne rasé lui tend un micro-cravate. C'est Saga, la pionnière suédoise, responsable communication du second équipage. « Tiens, Léo, » dit-elle d'une voix profonde comme une corne de brume. « J'ai bricolé ce machin pour que tu puisses causer à la Terre. Ça va leur faire tout drôle de nous entendre pour la première fois depuis qu'on a bousillé à coups de latte tous les micros du vaisseau. » Un sourire réjoui passe sur le visage anguleux de la Suédoise, comme si elle se remémorait cette destruction sauvage avec plaisir. « Parce que c'est moi qui vais leur parler ?» demande Léonore en haussant le sourcil. « Bien sûr, Léo !» déclare Meriem, la pionnière turque, une fille au teint clair coiffée d'un voile bleu foncé. « C'est toi qu'ils veulent entendre. » « C'est toi l'héroïne de Mars, celle qui a ouvert les yeux du monde et qui a vaincu Serena McBee. » renchérit Nikki, la pionnière néerlandaise, dont les cheveux sont aussi roux, longs et ondulés que ceux de Léonore. Mais cette dernière ne semble pas partager l'enthousiasme qui l'entoure. « Serena n'est pas encore vaincue, » dit-elle sombrement. Elle a juste disparu. Ce n'est pas la première fois, et elle a déjà montré qu'elle pouvait réapparaître quand on pensait en avoir fini avec elle. Léonore jette un coup d'œil nerveux à l'écran panoramique, encore éteint, comme si elle redoutait d'y voir surgir sa pire ennemie. Mais une belle brune aux cheveux piqués d'une rose rouge écarlate balaye ses craintes du revers de la main. Serena a quitté la scène pour de bon, assure-t-elle d'une voix ample et veloutée, une vraie voix de chanteuse où roule un accent hispanique. Si elle fait un comeback, ce sera derrière les barreaux d'une prison. En attendant, je ne comprends toujours pas pourquoi tu nous as demandé de casser toutes les caméras du vaisseau. C'est excessif. Nous avons privé les terriens du voyage-retour. Nous avons renoncé à notre droit à l'image et nous avons négligé notre devoir d'information. Merixel, la pionnière espagnole, a beau dire « nous », la manière dont elle fixe Léonore de ses yeux noirs montre qu'elle s'adresse avant tout à la française et que dans ses paroles, il faut entendre « tu ». Tu as privé les terriens. Tu as renoncé à ton droit. Tu as négligé ton devoir. La confrontation n'est pas directe. Qui oserait s'opposer ouvertement à Léonore, auréolée de son prestige héroïque? Mais on devine qu'un ressentiment larvé mûrit depuis des mois, depuis le début du voyage-retour. Une tension palpable électrise le séjour surpeuplé dans lequel 12 filles ont cohabité 5 mois durant, avec les inévitables frictions, les frustrations, les non-dits. Les 2 dernières pionnières se taisent, se tenant derrière l'Espagnole comme pour faire corps avec elle, ou parce qu'elles sont ailleurs.
Young, la coréenne à l'étonnante masse capillaire violette séparée en 2 énormes couettes, paraît absorbée par la musique s'échappant des écouteurs de son baladeur. Lucrezia, l'italienne aux longs cheveux noirs, observe la scène à distance de ses yeux en amande, énigmatiques. Soudain, l'écran panoramique s'illumine. Il attire tous les regards, y compris celui de Louve, la chienne de bord aux allures de caniche royale, qui se met à aboyer avec vigueur. C'est que, depuis la fin de la chaîne Genesis, elle n'est plus habituée à voir s'allumer les écrans. Un visage bien connu apparaît, cheveux tirés en queue de cheval. Il appartient à Samantha, l'ancienne assistante de Serena McBee. Elle ne porte plus la veste grise réglementaire du programme Genesis, mais un chemisier blanc, et sa tempe est désormais libérée de l'oreillette qu'elle arborait naguère lorsqu'elle était aux ordres de sa maîtresse. « Mesdemoiselles, vous me recevez ?» demande-t-elle, ses yeux balayant le vide comme ceux d'une personne malvoyante, car elle n'a plus aucun retour vidéo depuis que les caméras du vaisseau ont été éborgnées. Presque à contre-cœur, Léonore laisse Saga fixer l'épingle du micro-cravate au revers de son t-shirt, puis elle déclare « Oui, Samantha, nous vous voyons et nous vous entendons. Et vous? Vous nous recevez ?» Un sourire ravi se dessine sur le visage de la jeune femme à l'écran, au bout d'une latence de communication de quelques secondes. 14 exactement, car le Cupido n'est plus qu'à 7 jours de la Terre. « Je vous reçois parfaitement, 5 sur 5, s'exclame-t-elle. Même si je ne peux pas vous voir, au moins ça fait plaisir de vous entendre après tout ce temps. C'est tellement plus convivial d'échanger de vive voix plutôt que par message électronique. Je vous rappelle que nous avons décidé ensemble de couper les caméras et les micros embarqués, dit Léonore. En signant notre déclaration commune, nous avons entériné une fois pour toutes la fin de la chaîne Genesis. Avec 14 secondes de décalage, Samantha s'empresse de hocher la tête. Oui, oui, c'est très juste, martèle-t-elle. Plus de chaîne Genesis, plus jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Nul ne vous filmera plus jamais à votre insu. Elle sourit davantage, mais son expression tire de plus en plus sur le rictus gêné. Comment va Kelly depuis le dernier bilan de santé que tu nous as envoyé ? Se dépêche-t-elle de demander, comme pour changer de sujet. État stationnaire, répond Léonore. Elle est toujours alitée. Je suis sûre que les médecins sur Terre pourront la soigner, s'exclame Samantha au terme de la latence. Il dispose d'un matériel beaucoup plus sophistiqué que celui du Cupido. Le docteur Bowman, chef de notre équipe médicale au sol, prendra Kelly en charge dès son arrivée. La voix de Samantha est un peu trop forte, un peu trop enjouée compte tenu de la gravité de la situation. « Et notre chère Kirsten ?» enchaîne-t-elle sans reprendre sa respiration. « Comment se porte notre future maman ?» Léonore fronce les sourcils. Plus Samantha semble fébrile, plus la jeune Française paraît sur la défensive. 2 années sur Mars à jouer sa survie à chaque parole, à décoder chaque apparence, lui ont appris à se méfier de tout. L'échographie d'hier ne montrait rien d'anormal, et l'accouchement ne devrait plus être qu'une question de jours. Mais ça aussi, je l'ai écrit dans le bilan de santé. Où voulez-vous en venir, Samantha ? Je sens que vous ne nous dites pas tout. Quelle est la vraie raison de votre appel aujourd'hui ? Est-ce que... Une expression troublée passe sur le visage parsemé de taches de rousseur, comme si un cauchemar oublié revenait soudain le hanter. Est-ce que Serena a enfin été arrêtée ? À l'évocation de son ennemi, la voix de la jeune fille tremble légèrement, sa poitrine se soulève sous son t-shirt. Sa chevelure elle-même semble s'électrifier. « Les recherches sont toujours en cours », finit par répondre Samantha. Mais Serena McBee n'a plus de soutien, toutes les polices sont à ses trousses et la succession du pouvoir est assurée. L'ancien secrétaire d'État, Milton Sunfield, a repris la présidence par intérim et la conservera jusqu'aux prochaines élections. Vous voyez, la Terre est fin prête à vous retrouver telle que vous l'avez quittée. Ou presque. En 3 ans, la population mondiale s'est accrue de 400 millions de jeunes terriens et la température moyenne a augmenté d'1 dixième de degré. Nous sommes juste un peu plus serrés et un peu plus au chaud. Ignorant la pointe d'humour de Samantha, Léonore jette un coup d'œil nerveux à la ronde, accroche le regard d'Elisabeth, se souvient soudain de leur conversation quelques minutes plus tôt. « La cérémonie d'accueil !» s'exclame-t-elle. « C'est pour ça que vous tournez autour du pot, n'est-ce pas, Samantha ? Vous nous appelez pour nous demander si on accepte d'être filmés une dernière fois avant d'être définitivement libérés des caméras ? Bah, je suppose qu'on peut accepter ça, juste pour montrer aux terriens qu'on est bien rentrés. Enfin, je parle pour moi.
Chacune ici est la seule propriétaire de son image. Chacune a le droit de décider en son âme et conscience. Je laisse la parole aux autres. » À ces mots, Léonore décroche son micro-cravate et le tend à Safia, la pionnière la plus proche d'elle. Mais avant que la jeune indienne ait le temps de s'exprimer à son tour, Samantha reprend la parole, plus mal à l'aise que jamais. « Une cérémonie d'accueil, en effet. Quelle clairvoyance. On ne peut rien te cacher, » concède-t-elle du bout des lèvres. « Nous avons prévu un petit événement ouvert aux journalistes, et je trouve que tu proposes là une superbe idée, Léonore, en laissant à chacun et à chacune le choix d'y participer ou pas. Côté filles comme côté garçons, ceux qui ne souhaitent pas apparaître à l'écran n'auront qu'à garder la visière de leur casque baissée lorsqu'ils arriveront à Cap Canaveral, et nous les évacuerons hors du champ des caméras. » La jeune femme en charge de coordonner le sauvetage des pionniers tout saute. Et puis, tout d'un coup, elle lâche d'une traite ce qu'elle rechigne à dire depuis le début de l'entretien. De la même manière, ceux qui veulent continuer d'être filmés après la cérémonie le pourront également, sur une base strictement volontaire, bien entendu. La proposition de Samantha fait l'effet d'une bombe. Safia reste figée sur place, le micro-cravate à la main, incapable d'articuler la moindre parole. Derrière elle, les autres pionnières sont tout aussi muettes. Seule la chevelure de Léonore bouge au milieu de ce tableau immobile, ses amples boucles rousses se gonflant et s'affaissant au rythme de sa respiration oppressée. D'une main tremblante, elle reprend le micro-cravate des doigts de Safia, qui ne lui oppose aucune résistance. Les mots s'échappent de sa bouche en un souffle rauque, haché par la colère et la stupeur. « Vous avez signé l'abolition du programme Genesis. Vous avez signé notre déclaration d'indépendance, la déclaration qui nous a libérés des écrans pour toujours. » Le regard de Léonore s'affole et balaye nerveusement la pièce sans issue, comme si elle craignait soudain qu'on l'épie. Ses yeux volettent tels des papillons pris au piège, se cognent à chacune des caméras condamnées. « Oui, bien sûr, j'ai signé notre déclaration commune !» s'exclame Samantha à l'écran en se frappant la poitrine. « Jamais je ne reviendrai sur ma parole. Jamais je n'autoriserai la résurrection de la chaîne Genesis. Votre indépendance est sacrée. Sacrée. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui d'ouvrir vos propres chaînes personnelles. » La jeune femme marque une courte pause, le temps de déglutir, puis elle ajoute aussitôt « Depuis le début du voyage retour, nous avons reçu des milliers de pétitions, rassemblant des millions de signatures. Les terriens ont été privés de vous pendant 5 mois, mais ils ne vous ont pas oublié, bien au contraire. Ils ont envie de vous revoir. » Samantha balbutie en proie à l'émotion. Elle cherche ses mots. « Non, pas envie. Ils ont besoin de vous revoir, parce qu'ils se sont énormément attachés à vous, parce qu'ils ont vécu avec vous la plus fantastique des odyssées, parce qu'ils ont été autant que vous les victimes du plus effroyable mensonge, parce qu'en leur ouvrant les yeux, vous les avez sauvés de Serena McBee. » Une rumeur étouffée s'élève dans le séjour exigu. Les passagères échangent des chuchotements furtifs. Leurs regards se croisent, craintifs ou excités. « Internet vous autorise cette indépendance !» plaide Samantha avec toute sa force de conviction. « Dès maintenant, le Cupido est assez proche de la Terre pour que vous puissiez vous connecter directement au réseau. Chacune d'entre vous est libre de garder un contact direct avec le public, sans intermédiaire, sans filtre et sans censure. Vos chaînes personnelles n'appartiendront qu'à vous et à vous seul. Vous établirez leur ligne éditoriale, vous déciderez leur programmation et vous empocherez leurs recettes publicitaires. » « C'est hors de question, » coupe Léonore. Les narines gonflées par l'indignation, elle serre le micro-cravate dans son poing comme si elle voulait le broyer. « Hors de question, vous m'entendez ?» répète-t-elle, la rage au cœur. « On revient de l'enfer. On a perdu Marcus, Alexei et Kenji. Kelly est gravement malade. Chris est sur le point de vivre un accouchement à haut risque. Et vous osez encore nous parler de chaînes, de programmation, de putain de recettes publicitaires !» Une grimace de dégoût déforme le visage de la jeune Française, plus félin que jamais, lèvres retroussées comme les babines d'une bête fauve. « Votre proposition grotesque ne nous intéresse pas !» gronde-t-elle. « Personne dans ce vaisseau ne veut de chaîne personnelle, pas vrai les filles ?» Léonore pivote sur ses talons pour prendre le reste du groupe à témoin. Mais loin de trouver derrière elle une belle unanimité, elle se heurte à un mur de silence,
à des faisceaux de regards qui l'affrontent ou qui la fuient. Mérixelle, la première, ose exprimer tout haut ce que beaucoup semblent penser tout bas. « Moi, je veux ma chaîne », revendique-t-elle, soutenant de ses yeux noirs les yeux dorés de Léonore. C'est même pour ça que j'ai décidé de postuler au programme Genesis à l'origine, pour lancer ma carrière de chanteuse, pour faire entendre ma voix. Et quelque chose me dit que je ne suis pas la seule. Personne ne confirme, mais surtout personne ne dément. « Tu ne sais pas de quoi tu parles », murmure Léonore du bout des lèvres, sa colère cédant soudainement la place à la tristesse. « Tu n'as pas vécu ce qu'on a vécu sur Mars. »« Non, je n'ai pas vécu ce que tu as vécu, » concède Mérixelle, baissant à son tour d'un ton, sa voix profonde évoquant le grondement d'un feu qui couve. « Et merci de me rappeler que je n'irai jamais sur Mars. Ce n'est pas grave, j'ai un tas d'autres choses à partager avec le monde, à commencer par mon art, par mes chansons. Celles que j'ai composées pendant le voyage retour sans jamais pouvoir les présenter aux spectateurs, tout ça parce que tu as fait massacrer les caméras. Crois-moi, il y a d'autres manières de partager. Les écrans sont des pièges, les images sont des mensonges. Le risque est immense. » Mais Mérixelle n'en démord pas. C'est à travers les écrans que Serena McBee a finalement été mise au jour, souligne-t-elle. C'est à travers les images diffusées par les abeilles sauvages que la vérité a éclaté. Et s'il y a un risque, c'est à chacune d'entre nous de le mesurer librement. Elle relève fièrement le menton. Avec tout le respect que j'ai pour toi, Léo, rappelle-toi ce qui est écrit dans la déclaration que tu as signée en notre nom. On est toutes indépendantes. Léonore ouvre la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sort. Safia lui prend délicatement le bras. « Je crois que Mérixelle a raison, Léo, » murmure-t-elle avec douceur. Les écrans et les images ne sont pas mauvais en soi. Ce qui compte, c'est l'usage qu'on en fait. Qu'on le veuille ou non, nous sommes célèbres, mondialement, plus que quiconque ne l'a jamais été. Et là, à travers ces chaînes personnelles, on a la possibilité de mettre notre célébrité au service de causes qu'on estime nobles. C'est un grand privilège. C'est une grande responsabilité. Les prunelles de la petite indienne étincellent avec ferveur sous le troisième œil tracé au rouge à lèvres sur son front. Je voudrais que ma future chaîne soit une tribune pour toutes celles et tous ceux que l'injustice a frappés, les bannis, les exclus, les accusés à tort, comme je l'ai moi-même été après avoir fui un mariage forcé. Oui, je rêve d'une chaîne dédiée à la vérité et à la justice. Moi, je voudrais une chaîne dédiée à l'espace, renchérit Fang Fang. Avant d'embarquer, je ne vivais que dans les livres et les mathématiques, mais après tout ce que j'ai vu, je voudrais dire aux enfants de la Terre que la conquête spatiale ne s'arrête pas avec l'échec du programme Genesis, qu'il y aura d'autres aventures, d'autres découvertes, d'autres émerveillements. Les paupières de la Singapourienne s'écarquillent derrière les verres de ses lunettes, comme si elle visionnait déjà les images de cette chaîne fantasmée, tandis qu'Elisabeth s'avance d'un pas. « Souviens-toi, Léo. Je m'étais juré de danser sur Mars au son de la symphonie du Nouveau Monde, » rappelle-t-elle. Les événements ne m'en ont pas laissé l'occasion. Serena a fait exploser la base, mais la chorégraphie que j'ai travaillée avec Tao pendant des mois existe toujours, elle. Ce serait une si belle revanche de monter ce ballet sur Terre et de l'offrir à tous, à travers une chaîne en accès libre. Avant que Léonore puisse articuler la moindre parole, un grincement retentit au fond du séjour. C'est le bruit de la trappe menant à la chambre qui se soulève lentement pour laisser apparaître un visage angélique. De longs cheveux défaits, blonds comme de l'or, encadrent des joues pleines, gonflées par les hormones. La peau claire est marquée sur le front par une zone plus sombre, plus pigmentée. Un masque de grossesse. « Chris !» s'écrie Léonore sortant de son mutisme. « Dans ton état, tu dois éviter les efforts physiques. » Elle retrouve ses réflexes de médecin et ajoute aussitôt « Est-ce que tu as perdu les os? Est-ce que tu ressens déjà les contractions de travail? » Les contractions? Non. C'est juste Samantha qui m'a réveillée en prenant la parole sur les écrans de la chambre, répond la jeune Allemande, un peu essoufflée d'avoir gravi l'échelle. Un sourire se dessine sur son visage. Tu as entendu ça, Maléo? C'est merveilleux. On va tout avoir nos chaînes personnelles. Je crois qu'Alexei aurait aimé cette idée. Quelque part sur Terre, vendredi 24 janvier. C'est une pièce aux murs nus,
aux rideaux tirés, éclairés seulement par la lumière tamisée d'une lampe à pétrole. Une voix s'échappe d'un poste de radio légèrement voilé par une sorte de bourdonnement. Peut-être les enceintes sont-elles défectueuses? Zzzz. L'info vient de tomber. À 4 jours de l'arrivée du Cupido en orbite terrestre, l'équipe au sol a confirmé la tenue d'une cérémonie d'accueil. Elle aura lieu le 29 janvier à Cap Canaveral, juste après l'amérissage des capsules spatiales dans l'océan Atlantique. La chaîne Genesis ayant cessé d'émettre, c'est la presse internationale qui couvrira l'événement. Puis, au cours des semaines suivantes, les équipements de Genesis seront définitivement démantelés et le personnel reclassé. Bzzz. Un grand fauteuil de style colonial est installé sous le ventilateur qui tourne paresseusement au plafond. On n'en distingue que le haut dossier en rotin tressé, la personne qui l'occupe nous demeurant invisible. Une table basse en acajou est disposée à côté, sur laquelle repose un verre de thé glacé, un petit pot de miel doré comme de l'ambre et une tablette digitale à l'écran luisant. Zzzz. Mais la fin du programme Genesis ne signifie pas la fin de l'histoire qui passionne les terriens depuis 3 ans déjà, s'exclame la voix à la radio, comme si elle tentait de couvrir le bourdonnement qui va croissant. Le communiqué annonçant la cérémonie d'accueil comporte un autre scoop tonitruant. Les astronautes qui le souhaitent vont ouvrir leur propre chaîne Internet. La plupart d'entre elles viennent d'être annoncées et l'on peut d'ores et déjà s'y abonner. Oui, chers spectateurs, vous allez très bientôt retrouver vos pionniers préférés à l'écran. Le bourdonnement est si fort maintenant qu'il avale les paroles de l'animateur radio, si puissant qu'il fait vibrer les glaçons dans le verre de thé. Il ne sort pas des enceintes du poste de radio, non. C'est du fond de la pièce qu'il provient. De cette zone d'ombre où l'on distingue l'arête d'un toit en bois. De ce recoin où se dresse une façade évoquant une maison de poupée dont les occupantes seraient soudain venues à la vie. Bzzz. Une nuée d'abeilles s'échappe soudain de la ruche, tourbillonne dans la pièce aveugle et vient s'agglutiner sur l'écran de la tablette où s'affichent les futures chaînes personnelles des pionniers, jusqu'à le recouvrir entièrement. Chaîne des pionniers, saison 1. Kirsten, Allemagne. @Space Family. Safia, Inde. @Truth and Justice. Samson, Nigeria. @Truth and Justice. Elizabeth, UK. @Stardancer. Tao, Chine. @Starwalker. Fangfang, Singapour. @Observatory. Valentin, Suisse. @sai.fai.geek. Kelly, Canada. @zombiegirl. Léonore, France. Pas de chaîne pour l'instant. Mozart, Brésil. Pas de chaîne pour l'instant. Chaîne des pionniers, saison 2. Merixel, Espagne. @Flamenca. Oscar, Pologne. @AlienSound. Yang, Corée. @Cosmic.look. Farouk, Indonésie. @astronaute-gentleman. Lucrezia, Italie. @watt.ai.si. Ouri, Israël. @rocketscience. Meriem, Turquie. @stellarchef. Logan, USA. Pas de chaîne pour l'instant. Nikki, Pays-Bas. @Léonore Forever. Inunguak, Danemark. Pas de chaîne pour l'instant. Saga, Suède. Pas de chaîne pour l'instant. Marty, Mexique. @Globetrotter. Chaîne de Kirsten. @Space Family. Chapitre 1. @Space Family. C'est ma première vidéo. Soyez indulgents. Direct, samedi 25 janvier, 18h. Ouverture au noir sur le visage de Kirsten en plan rapproché. Ses cheveux blonds, nattés et rassemblés en couronne autour de son front, font ressortir la rondeur de ses joues davantage encore que lorsqu'ils étaient lâchés. L'image tremble un peu, on comprend qu'elle se filme elle-même avec la webcam de sa tablette. Manifestement très émue, elle entr'ouvre les lèvres. « Bonjour, c'est Chris et Gunther. Ceci est la première vidéo de notre chaîne personnelle. »
Elle panote brièvement, donnant à voir l'humanoïde de métal posé à côté d'elle sur le canapé. On reconnaît le robot majordome rescapé de New Eden, affublé de son nœud papillon noir. Ça me fait tout drôle de m'adresser à une caméra pour la première fois depuis 5 mois, s'excuse la jeune femme en recadrant sur elle-même. Les autres m'ont gentiment laissé l'honneur d'inaugurer la reprise d'antenne. J'en avais tellement envie. Mais maintenant que le moment est venu, je ne trouve pas les mots. Je ne sais pas quoi dire. Elle pousse un soupir sifflant. Sa respiration semble oppressée par l'état avancé de sa grossesse et par le stress d'être à nouveau confrontée à un objectif. Tout en tenant toujours sa tablette dans la main droite, elle pose délicatement sa main gauche sur son ventre arrondi, qui distend le large t-shirt dont elle est vêtue. Peu à peu, son souffle se régule, les traits de son visage se détendent, comme si elle puisait dans ses entrailles une forme de détermination. Un sourire timide se dessine sur ses lèvres, sa voix gagne en assurance. Enfin, si, je sais quoi dire. Merci. Un immense merci à toutes et à tous de la part de Günther et moi pour vos encouragements, vos pensées et vos petits mots si touchants que nous avons reçus par transmission laser au cours des dernières semaines, sans pouvoir y répondre. Vous n'imaginez pas à quel point tout ça nous a réchauffé le cœur. D'un mouvement du bras, elle fait à nouveau pivoter l'image, révélant le canapé de cuir noir sur lequel elle est assise entre des coussins maintenus par du velcro. On identifie la salle de séjour au 2e étage du compartiment de vie du Cupido, avec sa cheminée holographique, son horloge digitale affichant les fuseaux horaires des grandes capitales terrestres, et son écran mural panoramique. Sur ce dernier défile un diaporama qui compile des dizaines de messages, dessins et photos envoyés par les terriens à la future maman. Après avoir cadré quelques instants sur ces témoignages d'affection, la jeune vidéaste recentre l'image sur son visage. Quand Samantha nous a dit qu'on pouvait lancer notre propre chaîne, j'ai ressenti une grande excitation et une grande angoisse aussi. Angoisse pour moi de reprendre la parole après tout ce temps, mais surtout angoisse pour mon enfant. La petite sœur de Günther va naître dans quelques jours, sans doute juste avant qu'on entre en orbite terrestre. Ce sera le premier bébé de l'espace. Kirsten tressaille. À quoi ressemblera ma petite fille chérie? Est-ce qu'elle sera normale? Je sais que je l'aimerai quoi qu'il advienne, tout comme j'aime Günther. Mais comment est-ce que le monde l'accueillera? Cette question me travaille depuis que nous avons quitté Mars, et je dois reconnaître que j'ai parfois la tentation de rester cachée à tout jamais avec mon bébé. Mais ce n'est pas ce que son père aurait voulu. À l'évocation de son époux disparu, les yeux de Kirsten s'humectent et se mettent à briller. Sa voix vacille. Mon Alex a toujours vécu dans la lumière. Il a toujours eu le courage de ses opinions. Elles étaient souvent tranchées et me mettaient parfois en colère, je l'avoue, mais elles étaient sincères. Il s'est donné tout entier à moi, à vous, à la planète Mars. Il aurait voulu que notre fille soit une princesse, pas une recluse. S'il était encore parmi nous, je sais à quel point il serait heureux de partager sa naissance prochaine avec vous. Oui, je sais à quel point il serait fier de vous la présenter. La jeune femme ravale difficilement ses sanglots. Son harmonieux visage frémit, traversé d'ondes puissantes et contradictoires, joie et tristesse entremêlées. À partir d'aujourd'hui, si vous le voulez bien, vous serez tous mes confidents, parvient-elle à articuler. Je vous montrerai tout de la fin de ma grossesse, de la naissance de mon enfant et de ses premiers pas dans le monde. Alex et moi, dans un moment d'égarement, nous avions prévu de l'appeler Serena. Ce n'est bien sûr plus à l'ordre du jour. Mon trésor adoré se nommera Eden, en souvenir de cet endroit où son père et moi nous sommes tant aimés, avant qu'il... Kirsten hoquette, la gorge serrée, les yeux embués. Avant qu'il mette fin à ses jours sur ordre de la présidente. Bouleversée par ses souvenirs, Kirsten détourne le visage. Quelques mots s'échappent encore de ses lèvres. Je... Pardon. D'un doigt tremblant, elle met fin à l'enregistrement. Cut. 75 023 174 visionnages en cours. Diffusion lancée il y a 5 minutes. J'aime 12 199 150. J'aime pas 111 859. Commentaire 9 567. Mars fan il y a 5 minutes. Premier à commenter. Yes, yes, yes. 9 110 réponses.
Cosmic Love, il y a 5 minutes. Deuxième. Afficher les autres réponses. Star Baby, il y a 46 secondes. Courage Chris, la Terre est de tout cœur avec toi. Ton bébé sera le plus beau de tous et il aura la plus belle de toutes les mamans. 45 réponses. Kate, il y a 34 secondes. On t'aime Chris, on pense très très fort à toi. Afficher les autres réponses. Cliquez pour afficher plus de commentaires. Chapitre 2. Contre-champ. Séjour du Cupido. Samedi 25 janvier, 18h05. Bravo Chris, s'exclame Fang Fang. Tu étais fantastique, assure Meriem. Tu as géré ça comme une vraie pro, renchérit Nikki. Les pionnières des 2 saisons se précipitent sur la jeune Allemande pour la féliciter. Comme une pro, répète Kirsten encore tremblante. Ce n'est pas l'impression que j'ai eue, loin de là. Elle s'essuie les joues du revers de la main. Louve vient aussitôt lécher les doigts de sa maîtresse, salée par les larmes, tandis qu'à l'autre bout du séjour, Merixel pianote fiévreusement sur sa tablette digitale. « Attends, tu as posté ta vidéo il y a un peu plus de 5 minutes et tu avoisines déjà les 100 millions de vues !» s'écrie-t-elle avec enthousiasme. « C'est magique !»« C'est flippant !» rectifie Kirsten, pas vraiment rassurée. 100 millions de perdus m'ont vu craquer. Elle prend soudain conscience de l'œil unique de Günther qui la dévisage en silence. Elle sursaute. « Oh, excuse-moi Günther, je voulais dire un petit mot pour ton frère Lang, mais j'ai oublié. Lui aussi, il est resté derrière nous et je ne lui ai même pas rendu hommage. Je suis vraiment en dessous de tout. » À l'évocation du 2e robot majordome présumé disparu dans l'explosion de New Eden, Kirsten détache ses doigts de la fourrure de louve et rajuste le nœud papillon au cou de son fils adoptif. Ce bout de tissu demeure le dernier vestige de son mariage, la dernière relique de son mari. « Ne dis pas n'importe quoi, tu étais parfaite !» lui assure Fang Fang en s'asseyant sur le canapé à côté d'elle. « Tu pourras toujours parler de langue dans une prochaine vidéo. » « C'était très touchant, » abonde Safia. « Et parfaitement clair, » renchérit Elisabeth. « Pourtant, j'ai eu l'impression de perdre le contrôle. Rien que de repenser au suicide d'Alex. » À ces mots, les visages de l'Indienne, de l'Anglaise et de la Singapourienne se figent, gênés. Mais Kirsten ne semble pas s'en apercevoir. Elle tourne instinctivement son attention vers Léonore, quêtant son approbation. « Et toi, Maléo ? Toi qui seras la marraine de ma fille, je sais bien que tu es contre cette idée de chaîne personnelle, mais qu'est-ce que tu en as pensé ?» La jeune Française est aussi blême que les autres prétendantes de la saison 1. Elle couve son amie de toujours d'un regard poignant, où la tendresse le dispute à la tristesse, et où pointe aussi quelque chose de plus trouble. Oui, quelque chose comme de la culpabilité. « C'est ta décision de repasser à l'antenne. Elle t'appartient. » finit-elle par articuler en s'efforçant de sourire. « Tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour ta fille. À partir de là, les autres ont raison. C'était très bien. Très beau. » Il n'en faut guère plus pour que l'expression hésitante de Kirsten se change en un sourire rayonnant. Chapitre 3. Hors champ. Séjour du Cupido. Samedi 25 janvier, 18h09. Le sourire de Chris me transperce le cœur. Si seulement elle savait. « Maintenant, tu devrais redescendre dans la chambre pour te reposer un peu, ma belle, » dis-je, la gorge serrée. « D'accord, je vais m'allonger, mais je ne suis pas fatiguée. J'ai comme un regain d'énergie. Je vais continuer de coudre le pyjama que je confectionne pour Eden à partir de nos anciens brassards. » Les yeux de Chris pétillent de joie. Le premier habit de ma petite extraterrestre, entièrement en soie martienne. Je suis soulagée de la voir se diriger vers la trappe, descendre avec précaution les barreaux de l'échelle et disparaître hors de ma vue. Mentir m'est de plus en plus difficile. Même si j'ai passé 2 années à ne faire que ça dans le champ des caméras, à cacher le vrai visage du programme Genesis à des millions de spectateurs, ça ne m'aura pas servi d'entraînement. Ça ne m'aura pas habituée, ou désensibilisée, ou je ne sais quoi. Depuis 5 mois maintenant, je suis hors du champ, hors du jeu, hors de portée du public, mais si près de Chris. Chaque fois que son regard rencontre le mien, je sens mon estomac se contracter.
Je sens ma langue me brûler de lui avouer la vérité, comme je me l'étais promis dans la cabine d'ascenseur énergétique nous ramenant vers le vaisseau. Seulement voilà. Lorsqu'elle a repris conscience après son blackout, j'ai flanché. Avec les autres pionniers de la saison 1, on a décidé de remettre la vérité à plus tard. Parce que le risque est trop grand, parce que Chris est trop fragile. Elle est déjà veuve, enceinte d'un bébé dont on ignore s'il vivra. On n'a pas le droit de l'accabler en plus avec un meurtre. Nous, les anciens de New Eden, nous sommes les seuls témoins de la mort d'Alexei survenue hors antenne. Nous sommes les seuls à savoir ce que Chris n'est pas en état d'apprendre. Qu'elle a été téléguidée par Serena McBee pour égorger son mari. Lorsqu'elle est revenue à elle, nous lui avons dit que c'était à sa propre vie qu'elle avait essayé d'attenter, en état d'hypnose peu avant l'explosion de la base. Nous lui avons raconté que nous avions pu la désarmer à temps. Enfin, nous avons prétendu qu'Alexei avait lui aussi succombé à la voix hypnotique de Serena à travers les écouteurs de son casque, qu'il était trop fort pour nous, que nous n'étions pas parvenus à le sauver avant qu'il commette l'irréparable. Alexei s'est suicidé. Voilà la version officielle que nous avons servie non seulement à Chris, mais aussi aux pionniers de la saison 2, à nos correspondants de la salle de contrôle, à la Terre entière. À l'aide de ses connaissances de responsable communication, Safia a été jusqu'à reprogrammer Gunther pour effacer de sa mémoire toute trace de ce qui s'est réellement passé, au cas où Chris cherche à accéder aux dernières images de son mari. Une vraie opération de nettoyage de scènes de crime. Regain d'énergie après 41 semaines d'aménorrhée, fait une voix dans mon dos. Réaction symptomatique d'une baisse de progestérone et d'une augmentation d'œstrogène. Chris accouchera dans 48 heures au plus tard. Je me tourne vers Lucretia, la deuxième responsable médecine, celle qui m'assistera lors de l'accouchement. Ses yeux en amande me fixent, sans que je puisse rien y lire. Normal. Elle est alexithymique, un trait de personnalité désignant une difficulté à exprimer ses émotions. Eh oui, même sans Serena pour les y aider, les équipes Genesis ont joué la carte de la surprise pour la sélection de la saison 2 du programme. Pour les connaissances médicales, je dois dire que Lucretia est archi-calée. Sa tête est un vrai Vidal à faire pâlir d'envie Fang Fang elle-même. Pour les interactions quotidiennes, en revanche, notre amie italienne n'est pas toujours évidente à déchiffrer. « C'est noté, Lucretia », dis-je en lui souriant. « Dans 48 heures au plus tard. Je me tiens prête. » Je saisis ma tablette à croquis, prête à regagner le calme de la bulle. Mais en me retournant, je me heurte à ma propre image. « Ah, Nikki !» je m'exclame. Voilà une autre surprise de la saison 2. Chaque fois que je suis face à la néerlandaise, je ressens le même trouble. Elle me ressemble tellement. Même chevelure rousse, même visage ovale, même tache de rousseur éclaboussant ses joues. Il me faut rassembler toute ma concentration de dessinatrice pour me convaincre que je ne me suis pas subitement dédoublée. Ses cheveux sont légèrement plus sombres que les miens, son menton un peu plus fin et ses taches disposées différemment. Quant à ses yeux, aujourd'hui ils sont bleus, leur couleur naturelle. Nikki n'a pas mis ses lentilles de contact mordorées, celles qu'elle portait sur Terre du temps où elle exerçait son curieux métier. Sosie d'une des pionnières du programme Genesis, en l'occurrence moi. « Tu ne veux toujours pas lancer ta propre chaîne ?» me demande-t-elle gentiment, d'une voix qui, à force de m'avoir longtemps imitée, sonne exactement comme la mienne, jusqu'à la pointe d'accent français dans son anglais. « Non merci. Sans façon, je réponds. J'ai fait mes adieux à la scène. » Dommage, parce que tu as des légions de fans. Tu es une méga star. Si tu savais la folie que je déclenchais à chaque apparition publique dans les discothèques et les supermarchés en Hollande, alors que les gens savaient bien que je n'étais pas la vraie Léonore, mais juste une copie. Je m'efforce de rire, mal à l'aise à la seule idée de toute cette pression qui m'attend sur Terre. Eh bien, tu n'auras qu'à continuer d'apparaître à ma place, Nikki. Je finis par dire. Moi, j'ai fait mon temps. Place aux jeunes. La voix de Meriem résonne depuis le coin kitchenette où elle passe le plus clair de son temps depuis que Chris, notre autre cordon bleu, est trop fatigué pour cuisiner. « Le dîner sera prêt dans 1 heure », chantonne-t-elle. « C'est l'un des derniers repas que je prépare dans l'espace. Je me dis que ça ferait une chouette vidéo pour lancer ma chaîne culinaire, non? Nikki, tu pourrais me filmer, s'il te plaît ?» J'en profite pour m'esquiver en direction de l'échelle qui conduit au 3e étage. Young m'a précédé de quelques instants dans la salle de bain. Elle est déjà occupée à brocher son extravagante crinière violette en vue de sa première vidéo. Je crois qu'elle veut lancer une chaîne de tutoriels beauté spécialisée dans le look manga.
Elle est tellement absorbée par sa tâche et par la K-pop qui pulse à fond dans ses écouteurs qu'elle ne me voit pas passer dans son dos. Un roulis continu m'envahit les oreilles lorsque je pénètre dans la salle de gym. Saga est là, courant sur le tapis mécanique qui tremble à chaque fois que ses talons lestés de semelles en plomb retombent dessus. Même avec la gravité réduite à 10%, son corps de géante reste incroyablement massif. « Tu n'as pas assisté au tournage de Chris ?» dis-je, réalisant soudain qu'elle manquait à l'appel. « Bof, tu sais que les attroupements, c'est pas trop mon truc », répond la Suédoise en passant ses longs doigts sur son crâne lisse et luisant de sueur. « Et puis Chris, je la vois tous les jours en live, comme toutes les autres filles. Pas besoin de vidéo pour se découvrir. Après 5 mois de dortoir commun, on se connaît déjà toutes par cœur, odeur comprise. » Je hoche la tête, me gardant bien de dire à notre antisociale de service qu'elle ne connaît pas tout de Chris. Et je gravis la dernière échelle jusque dans la bulle du parloir. Mes cheveux se déploient en volute tout autour de moi. Mon corps lévite, loin de l'effervescence qui s'est emparée de mes coéquipières à l'idée de lancer leur chaîne personnelle. La fière Mérixel et la douce Meriem, Yang l'extravagante et Lucrétia la surdouée, Nikki le sosie plus vrai que nature et Saga la Valkyrie des temps modernes. Les équipes du programme Genesis ont vraiment réalisé un casting d'enfer pour satisfaire les spectateurs de la saison 2, plus télévisuel, tu meurs. À cette pensée, les paroles de Nikki résonnent dans ma tête. Tu as des légions de fans. Cette seule idée me fait frissonner. Par réflexe, je glisse la main dans la poche de mon jean, cherchant l'objet que je garde sur moi jour et nuit, qui est devenu mon talisman, mon porte-bonheur. Le téléphone portable de Ruben Rodriguez. Comme à chaque fois, le contact du petit boîtier grâce auquel j'ai découvert la vérité sur le rapport Noé m'apaise. Rassérénée, je prends une longue inspiration et j'observe le balai muet des astres à perte de vue. Ici, dans la bulle, il n'y a pas de caméra, pas de course à l'audimat, pas la moindre paillette de célébrité. Rien d'autre que le silence, l'anonymat et le vide. Le hors-champ infini de l'espace. Je laisse mon regard s'envoler à travers la sphère de verre, dans la direction opposée à la Terre qui s'approche d'heure en heure, en quête d'un point qui n'est presque plus discernable à l'œil nu. Où est la planète Mars, parmi cet immense amas de millions d'étoiles? Est-ce qu'elle est là? Ou bien là? Ou... Mon cœur manque un battement. Une silhouette flotte derrière la vitre de verre, du côté de la bulle reliée au compartiment de vie des garçons. Dans la pénombre du parloir, tout spot éteint, je ne l'avais pas vu. Mozart, je murmure, écarquillant les yeux pour mieux distinguer les boucles brunes qui ondulent dans l'espace. Il ne peut pas m'entendre, bien sûr. En même temps que les caméras, nous avons coupé les micros et les enceintes, tout ce qui servait au grand barnum des speed dating. Un éclat s'allume de l'autre côté de la vitre. Une tablette digitale. La lumière de l'écran éclaire le visage du Brésilien, sa mâchoire dessinée, ses lèvres pleines, ses yeux aux longs cils noirs. Il tourne la tablette vers moi et se met à parler. Je n'entends aucun des mots qui sortent de sa bouche. La paroi qui nous sépare depuis 5 mois est parfaitement étanche, parfaitement insonorisée. Mais je peux les lire à mesure qu'ils s'affichent en temps réel sur la surface de la tablette. J'espère que je ne te dérange pas, Léo. J'allume fébrilement ma tablette à croquis et je lance mon propre logiciel de reconnaissance vocale. Non, tu ne me déranges pas, Mozart, dis-je en articulant bien chaque mot pour que la machine puisse les retranscrire parfaitement. Le parloir t'appartient tout autant qu'à moi. Un sourire se dessine sur les lèvres de Mozart. Un sourire triste, sans illusion. Depuis qu'il a essayé de me droguer pour m'empêcher de voir Marcus une dernière fois, une gêne s'est installée entre nous, bien plus épaisse que le verre blindé qui nous sépare. Le temps du voyage, au lieu de refermer nos plaies, les a maintenues ouvertes. Elles ont cicatrisé ainsi, sans point de suture. Et je ne sais pas si elles pourront un jour se refermer. À vrai dire, j'en doute. Ses lèvres s'agitent à nouveau. Avec une seconde de décalage, de nouvelles lignes se dessinent sur sa tablette. Tu cherchais l'emplacement de cette bonne vieille planète Mars, pas vrai? Je m'apprête à le nier, mais au même instant, je me rends compte que ce serait vain. Le dos tourné à la Terre, les yeux perdus dans l'espace,
C'est ainsi que Mozart m'a surprise. Pas en train de regarder vers l'avenir, mais vers le passé. Tu ne regardais pas dans la bonne direction. Tu es trop à droite d'une dizaine de degrés. Rappelle-toi, la trajectoire du Cupido s'infléchit de plus en plus à mesure que nous nous rapprochons de la Terre. Je hoche la tête. Même à bord de ce vaisseau téléguidé qui nous ramène sur le plancher des vaches, Mozart reste un responsable navigation hors pair qui connaît parfaitement la carte du ciel. D'un geste de la main, il me fait signe d'approcher. Je propulse mon corps à travers le vide jusqu'à ce que mes doigts rencontrent la surface de verre lisse, jusqu'à ce que je ne sois plus qu'à quelques centimètres de lui. Il dresse son bras vers la voûte étoilée. Je lève la tête, plisse les paupières. Là, accroché au bout de son index, scintille un point orangé. Mars. Le cauchemar qui a failli avoir notre peau. Le rêve où j'ai appris le sens du mot « aimer ». Le tombeau où reposera à jamais le corps de Marcus. Merci. Je murmure en baissant les yeux pour tomber dans ceux de Mozart, pendant que je regardais Mars. C'était moi qui le dévisageais. Gêné, je dresse ma tablette entre lui et moi, la colle contre la vitre. Les ingénieurs de Genesis ont trouvé un système pour assurer ton retour sur Terre sans craindre la ragna, dis-je, pressé de changer de sujet. Ils vont sécuriser le littoral de Cap Canaveral où tomberont nos capsules. Ils ont prévu de cerner la zone avec des yachts équipés d'émetteurs militaires, comme ceux qui servent à brouiller tous les signaux électromagnétiques dans la base depuis 3 ans. Ainsi, l'Arania n'aura aucun moyen d'activer ton œuf de mort à distance. Pendant que Mozart déchiffre les phrases qui se sont inscrites sur ma tablette, je ne peux m'empêcher de lorgner sa nuque. Je cherche l'emplacement de l'ampoule de venin mortel que son ancien gang lui a greffé quand il n'était encore qu'un gamin des rues. Mais sa chevelure est trop fournie, la pénombre de la bulle trop épaisse. La prothèse directement connectée à sa moelle épinière demeure invisible. On te rapatriera dans la base, je continue, récitant les étapes du plan sur lequel Samantha et les ingés planchent depuis des mois. Là-bas aussi, tu seras à l'abri. Le temps qu'on trouve une solution. Un moyen de mettre l'Arania hors d'état de nuire, ou de t'opérer pour extraire l'œuf de mort. Mais Mozart secoue doucement la tête. L'Arania est invincible. Tous les flics qui s'y sont attaqués ont terminé à la morgue. Les œufs de mort sont inopérables. Tous les médecins qui ont tenté de les enlever ont fait clamser leurs patients. Je suis condamnée à vivre dans une cage électromagnétique jusqu'à la fin de mes jours. Ouais, je vais moisir dans une prison, oubliée par tout le monde. Quoi de plus normal pour un dealer? Je me cabre. Tu n'es plus un dealer. Tu ne mérites pas la prison. Mais Mozart me réduit au silence par l'intensité de son regard. Il y a dans ses yeux une telle résignation et en même temps un tel désir. Ses lèvres tremblent encore une fois. 2 dernières lignes s'inscrivent sur sa tablette. Tu veux que je te dise, je m'en fous que le monde m'oublie. Du moment que toi, Léo, tu ne m'oublies pas. Chapitre 4. At Space Family. Mon accouchement. Direct, lundi 27 janvier, 9h52. Plan d'ensemble sur la salle de bain. Éclairée par les spots réglés en lumière tamisée, la pièce semble changer en chambre d'hôpital. Évier rempli d'eau stérilisée, instruments posés sur le plan de travail, moniteur de suivi biologique. Une surface escamotable en acier a été déployée depuis l'un des murs. C'est le lit d'hospitalisation dont est équipé le vaisseau pour les opérations d'urgence. Kirsten y est allongée, enveloppée dans des draps qui se soulèvent et s'affaissent au rythme de sa respiration haletante. La voix de Safia retentit hors champ. « Ça va, Chris? Tu es sûr de vouloir être filmé comme ça, sans filtre, en direct ?» Le cadre tremble un peu. On devine que la jeune indienne filme à bout de bras avec la webcam de sa tablette. Kirsten relève la tête contre son oreiller, laissant voir ses joues empourprées et son visage baigné de sueur. « Oui, » murmure-t-elle. « Filme-moi, s'il te plaît. J'ai promis que je montrerai mon enfant au monde entier dès son premier souffle. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai jamais rougi de mon fils et je ne rougirai pas de ma fille. Nous sommes fiers de notre famille. Pas vrai, Günther ?
Posté au pied du lit, le robot majordome relève l'appendice qui lui sert de tête, émettant un léger grincement de vérin. « La fierté est un sentiment », édicte-t-il de sa voix monocorde et sans affect. « Or, les sentiments ne font pas partie de mon programme. Merci de reformuler la question. » Un sourire indulgent passe sur le visage de Kirsten, chassant pour un instant la douleur du travail. « Un jour tu apprendras les sentiments, Günther, » murmure-t-elle. « Entouré de l'amour des tiens, tu apprendras, j'en suis certaine. » La caméra se détache de la jeune femme et de son enfant machine, comme si elle était embarrassée par cette relation filiale étrange, surréelle. Elle cadre sur les deux personnes placées de part et d'autre du lit, Léonore et Lucrezia, toutes deux vêtues de blouse, les cheveux soigneusement attachés, des gants de latex aux mains. Gros plan sur les yeux de Léonore par-dessus la lisière du masque chirurgical qui lui couvre le bas du visage. « Pour le moment, il n'y a pas de contre-indication à filmer, Safia, si c'est ce que la future maman désire. » dit-elle d'une voix tendue. « On a du temps devant nous. C'est un premier accouchement. Le travail va sans doute durer plusieurs heures d'après ce que j'ai appris en module d'obstétrique. Essaye juste de cadrer de manière pudique et, à la moindre complication, tu arrêtes tout. »« C'est entendu, Léo, » acquiesce Safia en off. Lucrezia, elle, ne dit rien, se contentant d'observer la scène de ses étranges yeux en amande, aussi impassible que Günther lui-même. Soudain, la patiente pousse un hurlement déchirant. Léonore se retourne d'un bond. « Chris !» Nouveau hurlement. La caméra se met à trembler de manière incontrôlable, tandis que la voix de Safia s'envole dans les aigus. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Lucrezia croise les bras sur sa poitrine. « On aurait dû lui faire une péridurale, » dit-elle d'une voix monocorde qui n'est pas sans rappeler le timbre mécanique du robot. « Non !» coupe Léonore. « On en a déjà parlé. Une injection dans la colonne vertébrale, c'est beaucoup trop dangereux. » C'est un geste courant que les médecins pratiquent tous les jours. Je te rappelle qu'on n'est pas vraiment médecin, ni toi ni moi. Là-bas, à New Eden, le matériel cybernétique de l'infirmerie nous aurait aidés pour ce type d'opération. Mais ici, dans le vaisseau, on ne peut compter que sur nos 10 doigts. J'ai pas envie que Chris se retrouve paralysé à vie à cause d'une aiguille mal plantée. Les cris de la jeune Allemande déferlent dans la pièce, de plus en plus perçants. Sur le moniteur auquel est relié son poignet, les courbes s'affolent. Léonore se rue à son chevet. « Chris, j'ai mal. J'ai horriblement mal. Respire, respire à fond et je t'assure que tout va bien se passer. » Mais la voix de la Française est bien loin d'être assurée. « Les contractions sont trop soudaines, trop rapides, » annonce Lucrezia en lorgnant le moniteur de contrôle. « Ça va beaucoup trop vite. L'ouverture du col n'est pas complète et le bébé veut déjà sortir. C'est peut-être à cause de la gravité réduite. Après tout, le corps d'une femme n'est pas programmé pour accoucher à 20% de gravité terrestre. »« Quoi ?» hurle Léonore. « Et c'est maintenant que tu dis ça ?»« Ce n'est qu'une hypothèse, » rétorque l'Italienne, exprimant un flegme apparent qui contraste de manière vertigineuse avec l'urgence de la situation. « Je me trompe peut-être. Il y a bien des femmes qui accouchent en piscine. Le docteur Bowman et l'équipe médicale sur Terre n'ont pas pensé que ça poserait un problème non plus. On aurait dû allonger Chris dans la chambre à 40% de gravité, mais maintenant c'est trop tard. » L'image tangue en tous sens à présent. La tablette oscillante au bout des bras de Safia, qui ne peut se résoudre à cadrer sur la patiente, ni à cesser de la filmer. La trappe menant au séjour s'ouvre brusquement sur les têtes d'Elisabeth, Fang Fang, Merixel et Meriem. « On a entendu des hurlements. Est-ce que tout va bien? Vous avez besoin d'aide? Oh mon Dieu! Le robot! Il attaque !» Interpellée par ce cri d'horreur, la caméra recadre brusquement sur le lit d'hôpital, sur le corps tordu de douleur de Kirsten, sur le drap qui se froisse au-dessus de ses cuisses, sur Günther qui fonce vers elle, mu par ses puissantes roues motrices, dardant ses pinces comme un taureau pointe ses cornes. Cut. 200 99 456 visionnages en cours. Diffusion lancée il y a 21 minutes. J'aime 43 456 780. J'aime pas 11 453 222. Commentaire 13 547. Swirl, il y a 33 secondes. Oh non, pas Chris. 19 réponses. Just Me, il y a 5 secondes. Pourquoi est-ce que l'image a été coupée? Comment va la maman? Est-ce que le bébé est vivant? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce maudit robot? Affichez les autres réponses. Cosmoguy, il y a 10 secondes. Pray for Chris. Emoji prière. 42 réponses. Juan 33, il y a 9 secondes. Pray for Chris. Smiley triste.
Afficher les autres réponses. Cliquez pour afficher plus. Chapitre 5. Contre-champ. Salle de bain du Cupido. Lundi 27 janvier, 10h13. Safia laisse tomber sa tablette sur le sol et tente d'arrêter Günther, mais le robot est sur sa lancée. Il esquive les deux responsables médecine, atteint le lit, se cale fermement contre le matelas. Ses pinces plongent sous le drap. Les cris d'horreur des autres filles viennent submerger les cris de douleur de Chris. « Qu'est-ce qu'il fait ?» hurle Elisabeth. « Il est devenu fou !» balbutie Meriem. « Oui, fou de jalousie !» s'écrie Merixel. « Il ne supporte pas d'avoir une petite sœur, alors il va la charcuter !» Léonore abat ses mains gantées de latex sur les épaules métalliques du robot et tire de toutes ses forces pour l'arracher au lit. « Lâche-la! Lâche-la! Lâche-la !» Mais une voix mécanique surgit de la machine, calme et atone au milieu de ce chaos. « Procédure d'accouchement d'urgence enclenchée. Ne pas interrompre, sous peine de compromettre la santé du bébé. Je répète, ne pas interrompre. » Léonore se pétrifie au-dessus du robot. Lucrezia se fige, elle aussi, ses yeux balançant tels ceux d'un chat entre le moniteur de contrôle et le visage de la patiente. Ce dernier est secoué de spasmes, encadré de longs cheveux trempés par la sueur, mais ce n'est plus la souffrance qui dilate les pupilles de Kirsten, ou plus seulement. Un filet de voix s'échappe de ses lèvres tremblantes. « Mon bébé! Je sens qu'il arrive !» Comme par magie, les filles se taisent. Un silence profond, presque recueilli, s'empare de la pièce. C'est à peine si l'on entend le ronronnement de l'appareillage médical et le bip régulier du moniteur scandant le rythme cardiaque de Kirsten. Et puis soudain, un cri déchire l'espace. Un cri aigu, vibrant, qui vous remue jusqu'au tréfonds de l'âme. Le cri primal d'un nouveau-né. Les longs bras métalliques de Günther émergent lentement de sous le drap. Entre ses pinces, il tient délicatement une petite créature gesticulante et vagissante. Le premier bébé de l'espace. Chapitre 6. Hors champ. Salle de bain du Cupido. Lundi 27 janvier, 10h21. À bout de bras, Günther tend le nouveau-né vers Chris qui l'accueille contre son ventre secoué de sanglots. La tension insoutenable retombe d'un seul coup et j'ai l'impression de me liquéfier. Oui, de fondre sur place. Je prends conscience de la transpiration qui perd la grosse goutte le long de mon dos, sous ma blouse, de la moiteur qui ramollit mes mains sous mes gants, des larmes qui humectent mes yeux. Chris, je murmure m'approchant du lit. Oh, Chris. Elle est là, mon amie, ma sœur. Ma petite Chris que j'ai rencontrée il y a 3 ans et demi dans le minuscule aéroport de la vallée de la mort. Je la revois comme elle était alors, une jeune fille fraîchement débarquée d'Allemagne, avec tout l'appétit de vivre et toute la timidité de ses 18 ans. Elle en a 21 maintenant. Elle a effectué le plus fantastique voyage de l'histoire. Elle a traversé les plus terribles épreuves qu'on puisse imaginer. Elle a rêvé et désespéré, elle a tenu et perdu, elle a connu l'amour et le deuil. Mais surtout, elle a survécu. Elle est devenue mère. Elle vient de donner la vie. Le pouls de Chris est régulier, annonce Lucrezia de sa voix égale. Il n'y a pas d'hémorragie. L'accouchement s'est bien passé grâce à Günther, complète Chris entre rire et larmes, depuis sa couche au drap trempé. Au pied du lit, le robot veille sur elle, les bras ballants, l'œil fixe. Il faut couper le cordon ombilical, annonce-t-il tout d'un coup, nous ramenant Lucrezia et moi à nos responsabilités. Je me penche vers Chris, m'efforçant de maîtriser l'emballement de ma respiration et le tremblement de mes mains. « Tu permets ?» dis-je le plus doucement possible. Je mets en place la pince ombilicale, puis Lucrezia coupe le cordon. Vu de si près, le bébé n'est plus une hypothèse. Il existe vraiment, il est concret, réel. Une partie de moi est comme hypnotisée, émerveillée par ce miracle. L'autre partie ne veut pas encore y croire et cherche frénétiquement la moindre trace d'anomalie physique,
mais l'enfant semble parfaitement sain. Ses bras et ses jambes paraissent un peu longs par rapport à son tronc. Ils sont surtout pleins de vigueur et d'énergie. Son crâne semble un peu pointu. Il est surtout couvert d'un duvet blond, qui présage une chevelure digne de celle de sa mère. Quant à la coloration de sa peau, elle rosit de minute en minute à mesure que son organisme s'oxygène. « Tu es magnifique, petite Eden », je murmure. « Et tu portes tellement bien ton nom. Tu es un ange descendu du paradis. » À ces mots, ses minuscules paupières s'ouvrent sur deux immenses yeux aux prunelles étrangement fixes, aux iris bleus électriques, d'une couleur stridente à couper le souffle. Chapitre 7. At Space Family. Eden, cadeau du ciel. Direct lundi 27 janvier, 11h27. Plan d'ensemble sur une pièce circulaire. C'est la chambre du Cupido au premier étage du compartiment de vie, celle-là même qu'occupaient les prétendantes de la saison 1 2 années plus tôt, lorsqu'elles étaient en route pour la gloire. Ce sont les mêmes murs lambrissés de bois clair, les mêmes lits superposés, les mêmes écrans muraux affichant des scènes champêtres. En revanche, le dôme des caméras surmontant chaque sommier est obstrué par du ruban adhésif opaque. On s'approche de l'un des 3 lits superposés. Kirsten est allongée sur la couchette inférieure. Son front est serein, nettoyé de la sueur qui le poissait, dégagé des cheveux qui y collaient. Une chemise de nuit propre recouvre son corps fourbu. Dans ses bras, tout contre sa poitrine, elle tient son enfant emmitouflé dans un pyjama en soie écrue. Aux numéros qui sont brodés çà et là, on reconnaît les vestiges des brassards que portaient les pionniers dans la base de New Eden du temps où Alexei y imposait sa loi. Kirsten les a cousus les uns aux autres pour confectionner le petit vêtement. Elle relève la tête, le visage illuminé par un doux sourire, et elle s'adresse à la caméra d'une voix encore éraillée par les hurlements qu'elle poussait 1 heure plus tôt. « Approche-toi encore un peu, Safia. Filme ma petite merveille. Montre-la au monde entier. » Le cadre se resserre peu à peu, détaillant l'enfant dont la peau nettoyée a pris une teinte diaphane d'une extrême délicatesse. On dirait une poupée de porcelaine, infiniment précieuse, où un orfèvre aurait enchâssé 2 saphirs. Si les minuscules menottes du bébé explorent avidement les contours du visage de sa mère, si ses pieds patinent avec entrain contre les plis de la chemise de nuit, ses yeux écarquillés ne reflètent rien. Oui, vraiment, ce sont 2 magnifiques pierres précieuses. 2 joyaux aveugles. Caressant la petite tête duveteuse, Kirsten répète comme un refrain, comme une berceuse. « Ma petite merveille, mon cadeau du ciel, je veux que tous les spectateurs puissent voir combien tu es belle. Et ce n'est pas grave si tu ne peux pas les voir, toi, mon Eden adoré. Parce que je serai toujours à tes côtés pour te guider. » Cut. 314 159 333 visionnages en cours. Diffusion lancée il y a 3 minutes. J'aime 75 896 221. J'aime pas 1 963 120. Commentaire 20 156. Indira, il y a 2 minutes. Eden est trop mignonne. 1789 réponses. Strudel Master, il y a 2 minutes. 100% d'accord. C'est un bébé magnifique. Affichez les autres réponses. Au nom de la rose, il y a 1 minute. Attendez, pourquoi est-ce que Chris a dit qu'Eden ne pouvait pas nous voir? 969 réponses. Stardreamer, il y a 56 secondes. Parce qu'on n'est pas filmé, nous, Einstein. Smiley clin d'œil. Affichez les autres réponses. Cliquez pour afficher plus de commentaires.